Dans le nucléaire, d'après vous, Jean-Marc Jancovici? Alors, le nucléaire fait peur dans les pays occidentaux pour deux raisons, à mon avis. La première, c'est qu'il fait appel à des mécanismes qu'on est incapable d'apprécier avec nos sens. C'est une réaction nucléaire, vous voyez pas ce que c'est visuellement. Oui. Il y a un aspect technique, mais ce qui fait peur surtout, c'est la peur de l'accident, c'est Tchernobyl. Je vais y venir après. Oui, je vais y venir après. Quand vous voyez quelque chose qui brûle, vos sens vous disent ce que c'est, donc vous n'en avez pas trop peur. Et la combustion a fait des dizaines de millions de morts dans le monde. Des dizaines de millions de gens sont morts à cause d'explosions. Il n'y a pas très loin, il n'y a pas très longtemps, par exemple, dans un port chinois, à cause d'usines qui ont pris feu, d'incendies, de gens qui sont morts dans leurs immeubles, etc. Pour autant, on ne dit pas faut interdire le feu. Et ça, c'est dû au fait que comme vos sens vous permettent d'apprécier ce que c'est, eh bien, quelque part, ça vous aide à accepter le risque. Il y a du risque. Nucléaire, vous voyez pas ce que c'est. La radioactivité, c'est invisible. Vous n'avez aucune idée. En ce moment, là, on est tous les deux radioactifs. On est tous les deux radioactifs parce que c'est pas pour autant que vous allez devenir phosphorescent dans la nuit. Vous m'avez fait peur. Parce que votre corps contient du carbone 14. Petite partie du carbone présent sur Terre, c'est le carbone 14 qui est radioactif. Et une bonne partie du potassium qu'on consomme et qui est tout à fait indispensable à notre métabolisme, et du potassium 40 qui est radioactif aussi. Bon. Et donc, si on me permet cette comparaison grivoise, pendant l'acte sexuel, les amants échangent plus de becquerels que de spermatozoïdes. D'accord ? Donc la radioactivité est partout. Intéressant. Partout. Par contre, encore une fois, elle ne parle pas à nos sens. C'est invisible. Et en plus, ça se mesure avec des unités qui sont totalement incompréhensibles. Parce que je vais vous parler de becquerel, de Gray, de sievert, etc. Personne n'y comprend rien. Et alors, à ce moment, il y a un premier effet qui s'applique, qui est l'effet côté obscur de la grotte. Vous savez, quand vous rentrez dans une grotte, le côté obscur, c'est celui dont vous avez la trouille, parce que vous dites, oh là, il doit y avoir une bestiole, celle qui va me sauter dessus, etc. Donc, quand vous comprenez pas, que vous voyez pas, que c'est inaccessible à vos sens, etc., vous avez spontanément la trouille, et c'est normal, c'est le résultat de notre histoire. Et si on vous dit, on a détecté quelque chose avec un appareil, une personne sur deux va se dire, ah, si on a détecté, c'est que c'est dangereux. Ce qui n'est pas vrai. Si j'appuie avec mon doigt sur ma main, je détecte la pression, c'est pas dangereux du tout. Donc je peux très bien détecter sans que ce soit dangereux. Mais il y a cet effet-là. Donc en gros, il y a la peur de l'inconnu. Et puis le nucléaire, ça fait peur. Le mot fait peur. Alors il y a une autre raison pour laquelle ça fait peur, effectivement, c'est qu'on emploie le même mot pour les armes et les centrales. Et puis il y a un dernier point qui fait peur, c'est ce que j'appelle l'effet autobus. Alors l'effet autobus. Expliquez-nous ça. Tous les parents ont la trouille de mettre leurs gosses dans un autobus pour partir en colonie de vacances. Pourtant, les statistiques vous montrent qu'ils courent beaucoup moins de risques en étant dans l'autobus que quand leurs parents, les mêmes parents, les emmènent à l'école tous les matins. D'accord ? Pourquoi ? Parce que quand un autobus a un accident, d'un seul coup, ça a des conséquences plus spectaculaires. Et donc, quand il y a un accident d'autobus, il y en a eu un il y a 2 ans dans un tunnel suisse, là, l'actualité en a parlé pendant 1 semaine ou 15 jours, alors que sur les 15 jours en question, il est mort pour un tas d'autres raisons, des milliers de personnes. Sur les routes, dans les voitures. Pour des tas d'autres raisons, tomber dans les escaliers, sur les routes, etc. Bon, bref, on n'en a pas parlé. Donc, c'est l'effet autobus. Donc, l'accident nucléaire, qui est arrivé 2 fois à ce jour, c'est quelque chose qui a un côté spectaculaire, qui masque la réalité des statistiques. Parce que la réalité des statistiques, c'est que le nucléaire est de très loin la manière la plus sûre de produire de l'électricité en grosse quantité. Sauf s'il y a un accident. Oui, mais même cet accident ne change pas les statistiques. C'est-à-dire, si vous incluez l'accident dans les statistiques, l'effet négatif d'un accident n'est pas suffisant pour compenser l'effet positif de tous les moments où ça se passe bien. Oui, mais les conséquences de cet accident sont suffisamment... Alors ça, c'est la croyance couramment répandue en France. Oui. Et en fait, ça relève du même effet que le climato-scepticisme. C'est-à-dire, c'est des informations fausses qui tournent en boucle, sans qu'à aucun moment il y ait une diffusion large de ce qu'il en est vraiment. Il y a quelque chose qui m'amuse toujours quand j'en parle dans ce pays. Il existe une commission onusienne qui s'occupe d'étudier les dangers de la radioactivité, qui s'appelle l'UNSCEAR. Absolument personne n'en entend parler dans ce pays. C'est un joli nom. Voilà, et vous, pas plus que les autres. Non, non. Bon. L'UNSCEAR est une commission scientifique instaurée par les Nations Unies, qui a été créée 30 ans avant le GIEC, 30 ans avant, et qui a exactement la même fonction. Que le GIEC. C'est-à-dire exactement la même fonction que le GIEC, c'est-à-dire
compiler ce qui se publie dans la littérature scientifique dans le domaine où on l'a chargé de le faire. Donc le GIEC, c'est le climat. L'UNSCEAR, c'est la radioactivité. L'UNSCEAR a sorti en avril 2014 un rapport sur Fukushima. Avril 2014. On peut y lire « Le surplus de radioactivité relâché dans l'environnement n'aura pas de conséquences pour les populations et n'aura pas de conséquences pour l'environnement. » Et c'est écrit. La presse française n'en a absolument pas parlé. Donc vous voulez dire que le nucléaire, c'est pas dangereux? Je veux dire que ce que dit la presse française quand elle dit que le nucléaire, c'est dangereux, est le résultat du fait que les journalistes concernés ont été capturés par les militants antinucléaires et ont perdu toute capacité à faire le tri dans les informations qui sont disponibles. Oui, voilà, on a vu quand même des reportages. Reportages, c'est fait par des journalistes. Oui, mais qui montraient, je ne sais pas, mais des enfants malades autour des sites de Tchernobyl. Oui, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient malades autour de Tchernobyl. Si Tchernobyl avait supprimé les rhumes, les entorses, les fractures, des maladies, et les cancers, mais si Tchernobyl n'a pas supprimé les cancers, 25% de la population française va mourir d'un cancer. C'était déjà le cas avant Tchernobyl. Donc il y a des tas de bonnes raisons de se préoccuper des cancers. Il y a probablement des choses liées aux activités humaines qui n'y sont pas pour rien. Mais, affirmer Tchernobyl a augmenté le nombre de cancers ne correspond pas à ce qui se trouve dans les rapports de l'UNSCEAR. Alors qui contribue au rapport de l'UNSCEAR? C'est le même système de fonctionnement que le GIEC. Vous avez dans le monde des armées de biologistes, de médecins, de physiciens, etc., de gens qui s'intéressent à ce genre de choses, des gens qui font des études de cohorte chez les médecins, des biologistes qui font des études en laboratoire, etc. Il y en a plein. Bon. Ces gens-là publient et la synthèse de leur publication est ce qu'on trouve dans le rapport de l'UNSCEAR. Bon. Et il y a de très bonnes raisons que l'UNSCEAR conclue ça. Alors, je vais vous donner un exemple. Avec l'unité qui est utilisée pour mesurer la dangerosité de la radioactivité, qui est le sievert, et c'est sous-multiple, en particulier le millisievert, les gens dans l'environnement de Fukushima ont reçu en moyenne quelques millisieverts en plus à cause de l'accident. Et quelques millisieverts en plus, c'est ce que prend une hôtesse de l'air de chez EasyJet tous les ans. Je ne crois pas qu'on ait interdit les vols chez EasyJet et je ne crois pas qu'on ait interdit d'être hôtesse de l'air chez EasyJet. Parce que le fait de voyager en avion... Parce que ça rapproche du rayonnement cosmique et ça fait qu'on prend un peu plus de radioactivité. Vous avez des régions dans le monde parfaitement habitées, dont une province indienne qui s'appelle le Kerala, où l'environnement, à cause des roches, vous envoie spontanément une radioactivité chaque année qui vous expose à quelque chose qui est de l'ordre de 50 millisieverts par an. Il n'y a strictement aucun effet dans la population. Mieux encore, mais je ne pense pas qu'il y ait un lien de cause à effet, l'espérance de vie dans cette province est supérieure à ce qu'elle est pour l'Inde dans son ensemble. Bon. Vous avez également des plages au Brésil qui sont connues pour avoir une radioactivité naturelle raisonnablement élevée, dont certaines pas loin de Rio. On les a pas interdites à la fréquentation de la population. Donc, en fait, il s'est passé quelque chose avec le nucléaire qui est très fréquent en matière de risques technologiques, d'une manière beaucoup plus large, et de risques environnementaux beaucoup plus larges. C'est que la décision politique, on en parlera peut-être à un autre moment, souvent a du mal à être raccord avec la connaissance scientifique. On le voit dans le cas du changement climatique où la décision publique n'est pas assez courageuse sur le fait de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et en sens inverse, on le voit sur le nucléaire où la décision publique conduit à prendre un excès de précaution par rapport à ce que la science nous dit sur la dangerosité réelle de la radioactivité. Ça peut jouer dans un sens comme dans l'autre. Vous voulez dire que les politiques ne sont pas informés ? Non, les politiques sont mal informés. Alors, ils n'auraient pas le temps, de toute façon, de lire eux-mêmes toute la production scientifique, ça fait beaucoup trop. Par contre, dans les démocraties occidentales, ils ont globalement du mal à avoir un rapport de confiance avec les experts qui pourraient leur dire c'est ça la conclusion à laquelle il faut faire confiance et donc il est légitime de baser la décision publique sur ça et pas sur autre chose. Ce rapport-là, il a tendance à se distendre avec le temps dans un monde qui devient de plus en plus complexe, avec des intérêts économiques qui sont de plus en plus présents, et donc un jeu qui devient beaucoup plus compliqué, et en plus des élus qui n'ont pas le temps pour eux. Parce que s'imprégner de ce genre de choses, c'est beaucoup plus rentable si vous savez que vous allez pouvoir vous en servir pendant longtemps. Si vous avez besoin de 4 ans pour comprendre ce que c'est que le changement climatique et ensuite vous allez pouvoir vous en servir pendant 6 mois seulement, vous n'avez pas envie de faire, quoi. Voilà. Donc il y a tout un tas de facteurs qui expliquent ça, mais ça concerne le nucléaire comme ça concerne plein d'autres choses. Alors pour en finir... Donc pour vous, le nucléaire, pour en finir, il n'y a pas de raison d'avoir peur du nucléaire. Les militants antinucléaires, par exemple, sont des gens mal informés.
Alors, je ne sais pas s'ils sont mal informés. En tout cas, je pense qu'ils militent pour une mauvaise idée. C'est un peu différent. Dans le contexte dans lequel on est, moi, je ne crois pas au monde merveilleux. Sinon, je rajeunirais de 20 ans, je prendrais 10 cm. Enfin bon, je passerais des tas de trucs qui manifestement ne se passent pas. Donc, le monde merveilleux n'existe pas. Dans le monde dans lequel on vit, la bonne question à se poser, c'est pas est-ce que demain matin, je peux avoir le monde merveilleux? C'est parmi toutes les options qui sont à ma main aujourd'hui, quelle est la moins mauvaise ou la meilleure que je puisse prendre? Et dans ce monde-là, décider aujourd'hui qu'on va diminuer le nucléaire plutôt que de l'augmenter, c'est globalement augmenter les risques globaux qu'on court. C'est globalement augmenter les risques qu'on court. C'est ça la conclusion. Donc, comme je suis pas pour qu'on augmente les risques qu'on court de manière globale, je suis pour qu'on augmente la part du nucléaire. Maintenant, ça suffit absolument pas en tant que tel à traiter tous les problèmes qui sont devant nous. C'est pas parce qu'on fait plus de nucléaire que les problèmes du changement climatique sont résolus en totalité, parce que le nucléaire concerne la production électrique. Ça concerne pas les transports, ça concerne pas le fuel dans l'industrie, ça concerne pas le gaz dans l'industrie, enfin il y a des tas de trucs que ça concerne pas et ça concerne pas les émissions agricoles. Et puis il y a un autre problème avec le nucléaire, ce sont les déchets. Alors les déchets, c'est un problème qui là aussi a beaucoup plus d'importance dans le débat public qu'il n'en a dans la réalité. Je vais donner juste 2 exemples histoire de pas être trop long. Le premier exemple, c'est qu'il y a un réacteur naturel qui a fonctionné à eau clos au Gabon il y a 2 milliards d'années. Donc les conditions ont été réunies pour qu'à cet endroit-là, il y a 2 milliards d'années, il y ait une réaction de fission qui se déclenche naturellement dans une mine d'uranium qu'il y avait. Donc ça a fait des déchets. Centrale nucléaire naturelle. Centrale nucléaire naturelle. Donc ça a fait des déchets. Bon. Première conclusion qu'on peut tirer de cette expérience, c'est que l'existence de ces déchets n'a manifestement pas supprimé toute vie sur Terre, puisque nous sommes là, tous les deux, apparemment bien portants, en train de deviser gaiement sur l'avenir du monde. Oui, mais c'est peut-être une question de quantité. Oui, ça, on est bien d'accord, mais il n'empêche. La deuxième chose encore plus intéressante qu'on peut tirer de cette expérience, c'est que les descendants de ces déchets nucléaires, parce que les déchets nucléaires sont radioactifs, donc très vite ils vont se transformer en autre chose. Eh bien, ce autre chose s'appelle des descendants. Eh bien, les descendants de ces déchets nucléaires sont très exactement là où les déchets ont été formés. Donc les déchets, c'est pas un truc qui va avoir des petites pattes et qui va commencer à se balader partout. Les déchets, c'est des espèces de cailloux. Vous les mettez dans un endroit, ils bougent pas. Et le confinement géologique est quelque chose qui dure beaucoup plus longtemps que les 100 000 ans qui nous font si peur. Un fossile, par exemple, une ammonite ou un truc comme ça, quand vous le trouvez, la couche dans laquelle vous le trouvez a procuré un confinement au fossile qui a duré des dizaines de millions d'années. Un réservoir de pétrole, c'est quelque chose qui a été confiné pendant des dizaines de millions d'années. Ça tient très bien. Pour bilan, on s'en fout, en termes géologiques, c'est rien. Donc, l'idée que si on met ces déchets dans une couche géologique, ils vont nous sauter à la figure demain matin et contaminer toute vie sur Terre, c'est de l'ordre de... Enfin, c'est... Comment dire ? Je suis un peu violent si je qualifie ça de fantasme, mais enfin, on n'en est pas très loin. C'est de l'ordre de la peur un peu irraisonnée. En fait, c'est pas... En Suède, il y a eu un grand débat sur les déchets nucléaires il y a une dizaine d'années, qui a été mené d'une manière très intelligente. Le gouvernement s'est donné les moyens de payer une petite équipe qui a fait toutes les arrière-cuisines de Suède par groupe de 20 personnes pour passer 2 heures à dire les déchets, c'est ça. Les options qu'on a sous la main, c'est ça. Voilà comment se présente le débat. Le résultat, le débat se passe très bien. D'accord, rien à ajouter. LCF. La Chine en français. LCF. La Chine en français. Jean-Marc Jancovici, aujourd'hui, les questions liées à l'environnement et au changement climatique ne sont plus seulement le terrain des activistes et des amoureux de la nature, mais aussi celui des hommes d'affaires et des grosses entreprises. Pour résumer, aujourd'hui, économie et écologie ne sont plus des termes antinomiques, bien au contraire, et c'est d'ailleurs ce à quoi vous œuvrez dans votre projet, le Shift Project, et dans votre cabinet de conseil Carbone 4, aider les entreprises à avoir un comportement plus favorable à la protection de l'environnement.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce changement? Autrefois, les entreprises, c'était celles qui polluaient, les méchantes pollueuses, et puis il y avait de l'autre côté les gentils environnementalistes qui cherchaient à défendre la planète. Pourquoi tout ça a changé? Comment tout ça a changé? Alors, ce qui n'a pas changé, c'est que les entreprises continuent à être des méchantes pollueuses. Les pollutions de toute nature n'ont jamais été aussi élevées qu'aujourd'hui. Si on regarde les émissions de CO2, la consommation de ressources non renouvelables, la déforestation, etc. Enfin, oui, mais alors c'est le discours qui a changé. Alors exactement. Ce qui a changé, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que il y a 30 ans, le monde économique était globalement dans un discours de type circuler, il n'y a rien à voir, l'environnement est bien assez vaste pour que je continue à faire comme avant et on s'occupera du problème plus tard et ces écolos, ils m'enquiquinent. Aujourd'hui, une bonne partie, et ça c'est parce que quelques dizaines d'années d'explications scientifiques sont passées derrière, une bonne partie des dirigeants d'entreprise ne sont pas hostiles à accepter l'idée qu'on vit sur une planète finie, et qu'une planète finie dit que quand les hommes commencent à devenir trop envahissants, on se met à avoir des problèmes. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre de manière accélérée aujourd'hui. La première tentative de rapprocher les raisonnements économiques des limites physiques de la planète, à ma connaissance, la première tentative qui a eu un grand retentissement, c'est ce qu'on a appelé le Club de Rome, ou plus exactement l'ouvrage emblématique qui avait été publié sous l'égide du Club de Rome, qui s'appelait Les limites à la croissance. C'est en quelle année ça 1972. 72. Donc 72. Et c'était donc le titre anglais était The Limits to Growth. Et ça disait bien ce que ça disait, c'est-à-dire que c'était un essai d'appréciation de à quelle distance sommes-nous de la limite à la croissance. D'accord. Donc ça fait donc une quarantaine d'années qu'on en parle, voilà. Et quelques mois, quelques années à tout casser, qu'on essaye d'agir. Comment ça se fait que ça ait pris autant de temps? Alors ça a pris beaucoup de, toujours pareil parce qu'on fait confiance à nos sens. On est des animaux, donc on aime bien nos sens. Alors il se trouve que The Limits to Growth est arrivé 2 ans avant le premier choc pétrolier. Donc à ce moment, les gens se sont dit c'est vrai. C'est un peu comme vous avez un discours sur le changement climatique en juin 2003 et en août 2003, les gens vous disent ah bah oui c'est vrai, d'accord. C'est cet effet-là qui joue. Après arrive le contre-choc. Le contre-choc, prix du pétrole, etc. Les gens disent non, pas de problème. Et donc on a mis le truc de côté. Et le discours donc le cours du pétrole n'est pas un mauvais indicateur de la prégnance du discours environnementaliste. Et puis, ce qui s'est passé, il y a eu un changement de génération. Vous savez qu'en général, il faut un changement de génération pour que les mentalités changent. Dans le monde agricole, papa faisait du conventionnel, fiston fera du bio. C'est ça le pas de temps. Eh bien, dans le monde économique, c'est aussi un peu ça le pas de temps. Donc, à un moment, ça se renouvelle et puis les nouveaux, ils raisonnent un peu différemment. Ce qui aujourd'hui aussi a changé dans le monde économique, c'est qu'une fraction croissante des entreprises comprennent qu'elles ont des marrons à tirer du feu. Oui, elles ont un intérêt là-dedans. Alors, pas toutes. Pas toutes. Je suis un distributeur, Carrefour ou Auchan, dans un monde dans lequel je me restreins sur le prélèvement de ressources et sur l'énergie. Fabriquer des objets va coûter plus cher, donc j'en vendrai moins, donc je fais de mauvaises affaires. Donc je suis distributeur, j'ai aucune envie que la limite environnementale existe. Oui, mais étant donné que tous les autres distributeurs sont concernés par les mêmes contraintes. Alors je peux éventuellement me dire, moi je suis pour la contrainte si je pense que je suis celui qui va y résister le mieux. Et à ce moment ça fait le ménage et ça me supprime un concurrent. Alors ce raisonnement on le voit de temps en temps. Je connais des gens qui sont dans des industries assez polluantes et qui militent pour que la pression globale augmente. Parce qu'ils se disent, c'est pas moi le maillon faible dans cette histoire, donc ça va me virer un concurrent, et notamment dans les secteurs qui sont déjà un peu oligopolistiques, je vais y arriver, typiquement certains matériaux de base, eh bien, vous avez des acteurs qui se disent, je suis pour augmenter la contrainte, parce que pour le moment c'est un jeu à 4, ça va en virer un, le jeu à 3 c'est quand même plus sympa, même si le terrain de jeu est un peu plus petit. Donc ça peut exister. Mais ça devient un intérêt direct, égoïste, à l'action. Et pour avoir un intérêt direct et égoïste à l'action, il faut comprendre que c'est le cas.
Et pour y arriver, il faut bien une génération. Donc en fait, ce qui s'est passé en une génération, c'est qu'un certain nombre de gens comprennent que, très égoïstement, si on durcit la contrainte, eh bien, ça va faire le ménage chez les autres avant de faire le ménage chez eux. Et donc, ils ont plutôt des avantages que des inconvénients à en retirer. Et puis aujourd'hui, c'est un argument de vente aussi. Alors ça peut l'être. Ce qu'on appelle le greenwashing d'ailleurs. Oui, alors c'est greenwashing quand on change rien sur la manière de faire et que le consommateur est persuadé que vous faites mieux. Bon, et que ça coûte pas plus cher. Alors là, c'est que du bonheur. Donc vous allez vendre et tout le monde sera content. Vous avez peu de consommateurs, ça c'est la réalité, qui sont prêts à payer significativement plus cher quelque chose qui a des vertus environnementales et strictement environnementales meilleures. Alors, vous allez me dire, ah, c'est pas vrai, le bio ça fait 10%, etc. Parce que le consommateur est persuadé que c'est meilleur pour sa santé. Si vous pouviez lui démontrer, ce que je ne sais pas si c'est vrai, mais si vous pouviez lui démontrer qu'il n'y a pas d'effet sur la santé, je pense que le bio ne ferait pas les taux de pénétration qu'il fait aujourd'hui. Alors vous allez me dire, l'argument sanitaire et l'argument environnemental, souvent ils sont proches. Oui, ils sont liés. Oui, de fait, on est d'accord, de temps en temps ils sont liés. Mais il n'empêche que l'argument environnemental stricto sensu, il déplace 2 ou 3% des consommateurs. Si vous voulez qu'il déplace plus, il faut le traduire dans ce que fait le consommateur toujours et tout le temps, c'est-à-dire voter avec son portefeuille. Donc il faut que le produit qui n'est pas sympathique pour l'environnement, quelque part finisse par coûter plus cher que le produit qui est sympathique pour l'environnement. Vous n'avez que 2 manières de faire ça. Vous pouvez subventionner le produit qui est sympathique pour l'environnement. À un moment, vous asséchez les finances publiques, ça ne marche pas. Parce que quand vous subventionnez un truc émergent, ça va bien, c'est pas beaucoup d'argent. Si vous subventionnez une consommation de masse, là, ça commence à vous poser des sérieux problèmes. Le raisonnement inverse consiste à taxer ce qui pose problème. C'est par exemple l'idée de la taxe carbone. La taxe carbone, c'est l'idée très simple, c'est de taxer de manière progressive l'usage des combustibles fossiles. C'est juste ça. À l'échelle des États ? Parce qu'ils contiennent du carbone, à l'échelle des États. Et donc, ça rend progressivement de plus en plus cher d'utiliser toujours la même quantité de combustibles fossiles. Donc, ça va vous orienter naturellement vers des voitures qui consomment de moins en moins, des logements de mieux en mieux isolés, des chaudières de plus en plus efficaces où vous passez à la pompe à chaleur, etc., etc. Ça va vous naturellement vous orienter vers ça dans un système de marché. C'est ça l'idée. Plus c'est polluant, plus c'est cher. Exactement. Plus c'est polluant, plus c'est cher. C'est une application parmi d'autres du principe pollueur-payeur. Voilà. Vous avez donc, alors ça, en général, ça n'a pas la faveur du monde politique, parce que le monde politique aime bien promettre la lune, et quand vous promettez aux gens qui vont payer plus de taxes, c'est pas la lune, c'est plutôt l'inverse. Alors, personnellement, je pense que c'est quand même une bonne idée, parce que cette taxe, moi, je la vois comme une prime d'assurance. C'est-à-dire, l'assurance, en général, les gens considèrent que c'est légitime. Je paye un peu aujourd'hui pour me couvrir contre un risque demain qui pourrait me faire beaucoup plus mal. Taxe carbone, c'est ça. Vous payez un peu aujourd'hui pour éviter demain un changement climatique dont vous n'aurez pas les moyens d'assumer les conséquences. C'est exactement le principe de l'assurance. Donc, si vous le présentez comme ça, c'est pas spécialement... Et les cotisations... et l'assurance est obligatoire, je vous rappelle. Vous êtes locataire, vous êtes obligé de vous assurer. Vous êtes immobiliste, vous êtes obligé de vous assurer. Donc, vous êtes propriétaire, vous êtes obligé de vous assurer. Vous êtes chef d'entreprise. Une sorte d'assurance contre les changements climatiques. Donc, c'est une assurance contre le changement climatique. La taxe carbone, c'est ça le principe. Et ça a un énorme avantage par rapport à... J'attends juste que le prix du pétrole ou le prix du gaz augmente. C'est quand le prix du pétrole ou le prix du gaz augmente et que vous êtes importateur de pétrole et de gaz, l'argent, il part chez les autres. Et donc, vous avez plus cet argent pour en faire des choses chez vous. Quand c'est une taxe qui augmente, c'est une circulation intérieure, c'est-à-dire que l'argent, vous le prenez dans votre poche gauche, et après, l'État le dépense dans votre poche droite, et il fait des médecins, des hôpitaux, des routes, non pas des routes parce qu'il y a des voitures dessus, bon, des chemins de fer, etc., de l'éducation, et même éventuellement, horreur, des subventions à un certain nombre de trucs qui peuvent être utiles. Donc, la taxe, même si on pense que nos politiques sont incapables, ce qui est parfois vrai, et que nos fonctionnaires sont feignants, ce qui est parfois vrai, c'est quand même de l'argent qui reste chez nous. Et moi, je préfère, dans une certaine mesure, payer les fonctionnaires feignants de chez moi plutôt que les fonctionnaires feignants des autres. C'est une façon de voir les choses. Voilà, ça me paraît quand même un peu mieux. Donc, voilà. J'en reviens aux entreprises. Oui, alors revenons à la question de comment les entreprises vont-elles pouvoir continuer à croître tout en alors, elles vont pas. Toutes, elles vont pas pouvoir. C'est ça la question. Parce que c'est quand même ça le discours qu'on entend aujourd'hui. Oui. Économie, écologie, tout marche très bien ensemble, etc. On va continuer à se faire de l'argent. Voilà. Tout est dans l'article. Les entreprises, non. Des entreprises, oui. Et c'est tout le problème. On ne fait pas de changement. On ne règle pas un problème sans changer les règles du jeu.
On ne change pas les règles du jeu sans faire des gagnants et des perdants. Alors, qui seront les gagnants? Et là, il faut se renvoyer à Machiavel. Les gagnants, on ne sait pas qui c'est, parce que les règles du jeu viennent de changer, donc c'est un peu difficile de savoir qui va gagner, puis ils sont futurs pour partie. Les enfants qui naissent aujourd'hui font partie des gagnants de l'affaire, ils n'ont pas voix au chapitre. Donc, pas une intersyndicale des bébés, des nourrissons, qui est là pour dire payez donc la taxe carbone, il n'existe pas. Alors que les perdants, ils savent tout de suite qui ils sont, parce que c'est ceux qui sont devenus puissants avec les règles du jeu préexistantes. Donc ils savent tout de suite qui ils sont. Et à ce moment, c'est quelque chose qui est très bien décrit dans Le Prince. Les perdants, vous les voyez tous défiler dans votre bureau, et donc vous avez l'impression qu'il n'y a qu'eux. Vous avez l'impression que si vous changez les règles du jeu, vous ne ferez que des perdants. Donc, c'est quelque chose qui dissuade fortement l'action. Mais il y a aussi des gagnants. Mais ce qu'on voit surtout, je trouve, c'est que des grosses entreprises qui ont les moyens justement de s'adapter aux nouvelles règles du jeu prennent les devants aujourd'hui. Et c'est certainement celles qui sont d'ailleurs les plus gros pollueurs aujourd'hui qui vont réussir à cette transition, peut-être parce qu'elles ont plus de moyens que des plus petites. Ça dépend. Alors, il y a deux grandes familles d'actions quand on veut résoudre le problème du changement climatique. Il y a une première famille d'actions qui est consommer moins. Consommer moins, c'est ce qu'on a coutume de qualifier de sobriété, si c'est vous qui le choisissez, et de pauvreté, si vous avez rien demandé à personne. Donc, si on vous force à consommer moins alors que vous n'avez rien demandé à personne, c'est de la pauvreté ou de la précarité. Si vous l'avez délibérément choisi, c'est de la sobriété. Sobriété volontaire, on dit. Oui, c'est pour ça qu'on dit souvent volontaire. Mais enfin, la sobriété involontaire, c'est de la pauvreté. C'est de la restriction. Donc, la différence entre la restriction et la sobriété ne tient que dans le mental des gens à qui ça s'applique. C'est juste ça qui fait la différence. L'autre grande marge de manœuvre, c'est ce qu'on appelle l'efficacité. Donc l'efficacité, c'est je me prive de rien. Juste, les objets que j'ai à ma disposition, on a utilisé moins d'énergie pour les fabriquer et ils consomment moins quand je m'en sers. Alors, on ne fera pas l'économie de la sobriété. On ne peut pas y arriver sans sobriété, ça ne marchera pas. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on rende quelque part une forme de décroissance socialement acceptable. Bon, mais ces grosses entreprises, elles n'ont pas envie de décroître. Pas du tout. On est bien d'accord, et c'est bien le sujet. En tout cas, elles n'ont pas envie de décroître, elles. Donc un monde dans lequel elles croissent et tous les autres décroissent, ça leur va très bien. Ça leur va très bien. Ils ne sont pas payés pour faire le bonheur du monde. Ils sont payés pour faire le bonheur de leurs actionnaires ou de leurs salariés ou de leurs clients, etc. Mais pas le bonheur du monde. Donc ça leur va très bien. Par contre, si la totalité suit ce chemin-là, toute entreprise sera contre. Donc, il y a quand même des gens qui ont de meilleures affaires à faire dans ce monde-là. C'est par exemple les gens qui opèrent des transports collectifs. À commencer par les bus, pas par les trains, parce que les bus, c'est quelque chose qui se met en place beaucoup plus rapidement que les trains pour substituer des voitures. Les gens qui pourraient faire de meilleures affaires, c'est les constructeurs de petites voitures. Si demain matin, je décide que le parc automobile en circulation en France n'augmente pas en taille, genre 30 millions de voitures, mais je passe toutes les voitures de 6 litres à 2 litres, celui qui sait me fabriquer des voitures à 2 litres, pendant un temps, il va faire de très bonnes affaires. Alors, il faut que je mette en place le bon système, que je taxe de plus en plus l'essence, que je mette une vignette, c'est-à-dire que les gens payent un impôt annuel qui est proportionnel à la consommation de la voiture, etc. Je peux subventionner l'achat de la voiture, du reste. Enfin bon, bref, je mets en place le bon système. Les gens qui fabriquent les voitures font de très bonnes affaires, les autres non. Si je mets en place partout des bus pour remplacer une partie des voitures dans les déplacements pour aller au travail, les gens qui vendent les bus font de très bonnes affaires et les gens qui vendent les voitures moins. Donc je peux favoriser des gagnants qui pendant un temps vont faire de très bonnes affaires. Donc il peut très bien y en avoir. Il faut juste que ces gens-là, ils comprennent que ça va être eux qui vont faire de bonnes affaires et donc que du coup, ils deviennent très allants sur le fait qu'on va vraiment s'occuper du problème. Dans le domaine de l'énergie, si je décide de remplacer des centrales à charbon par de l'électricité décarbonée, les gens qui vendent des centrales nucléaires ou des éoliennes ou des barrages, ils vont faire de très bonnes affaires. Et puis les gens qui vendent des centrales à charbon vont faire de très mauvaises affaires. Et les gens qui exploitent des mines de charbon vont faire de très mauvaises affaires. Donc il faut trouver, pour avancer, en fait, un nombre suffisant d'entreprises à qui on est capable de dire « vous faites partie des gens qui vont faire de très bonnes affaires ». Et vous pouvez très bien faire de très bonnes affaires dans un ensemble global qui se contracte. Je vais finir par un exemple historique, pas très gai pour les gens qui ont été concernés, mais quand même historique. Dans l'effondrement post-soviétique de la Russie, le PIB russe s'est contracté de 40%. Ça n'a pas empêché des groupes industriels de se constituer et d'immenses fortunes d'apparaître. Donc le fait que des gens puissent faire de très bonnes affaires dans un monde qui globalement se contracte sur le plan économique, c'est tout à fait possible. Du reste, c'est déjà arrivé.
Oui, simplement, le problème, c'est que même si certains, on peut s'adapter indéfiniment, mais il y a un moment où, de toutes les manières, à chaque fois qu'on continue de produire, qu'on continue de consommer, on participe à ce fameux réchauffement de la planète. Or, aujourd'hui, il est urgent de le stopper et même de le diminuer. Donc, il y a de toutes les manières une limite à tout ça, non? Oui, bien sûr. Alors, il y a une première limite qui est qu'on a besoin de manger tant qu'on est en vie. Donc 7 milliards de bonshommes, de toute façon, il y aura les émissions liées à leur alimentation. Ça, on ne peut pas y couper. Alors on peut les baisser, ces émissions liées à l'alimentation. Par exemple, moins on mange de viande rouge. Je vais me faire aimer des éleveurs qui sont déjà pas à la fête. Mais il y a une manière de concilier les deux. Moins on mange de viande rouge et mieux le climat se porte. Parce que 80% de la production végétale dans les pays comme la France sert à nourrir des animaux. Donc fourrage. Donc exactement. Donc tous les champs de maïs servent à nourrir des animaux. Une bonne partie des champs de blé servent à nourrir les animaux. Tous les champs de luzerne servent à nourrir des animaux. Bref, une bonne partie des champs servent à nourrir les animaux. Les animaux, ils ont la mauvaise idée de péter et de roter ce qui émet du méthane dans l'atmosphère, qui est un gaz à effet de serre très puissant. Donc non seulement ils sont mal élevés, mais en plus ça participe au réchauffement climatique. Et par ailleurs, quand on utilise des engrais azotés dans les champs, au moment où on épand ces engrais, ça émet aussi un gaz qui participe au réchauffement climatique. Donc en gros, la viande rouge, c'est pas une très bonne idée d'en manger beaucoup si on veut lutter contre le changement climatique. Mais une fois que j'ai dit 7 milliards de bonshommes doivent manger, après il y a des tas de trucs qui sont arbitrables. C'est pas sûr qu'en France, il faille une voiture par ménage. Peut-être qu'on peut s'organiser avec moins et rester à peu près heureux de vivre quand même. Du reste, les jeunes, ils ont de plus en plus tendance à s'organiser sans. Vous avez également aujourd'hui une augmentation de l'espace habitable par personne. Peut-être que c'est pas la peine de continuer. Peut-être qu'on est déjà pas mal avec l'espace habitable dont on dispose aujourd'hui. Pas tellement la peine de l'augmenter, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui vont impliquer le consommateur. Et c'est clair que résoudre le problème du changement climatique sans impliquer le consommateur, ça ne marche pas. Mais alors là, on était du côté des entreprises. C'est leur client. Oui. Donc le problème, c'est que le consommateur, c'est son client. Alors une entreprise peut difficilement dire à un client « achetez moins de mon produit ». J'en connais pas beaucoup qui sont prêts à dire ça. Donc ce que les entreprises sont prêtes à faire au mieux, c'est de mourir sans mettre la société à feu et à sang quand elles ont fait leur temps. C'est ce qu'elles peuvent faire de mieux. Mais c'est ça que vous leur conseillez Non. Moi, je m'occupe plutôt de celles qui... Alors, non, pardon. Je m'occupe de deux catégories d'entreprises. Les premières à qui je dis, vous savez, en tendance, vous êtes plutôt du côté de celles qui vont mourir. Donc, occupez-vous d'essayer de faire autre chose, même si ça fait moins de chiffre d'affaires ou même si, etc., qui va vous permettre de gagner en pérennité. Et puis, celles qui sont déjà installées sur des créneaux où elles peuvent amener une valeur à la société pour résoudre ce problème tout en faisant de meilleures affaires, celle-là, évidemment, c'est celle que j'ai particulièrement envie de conseiller. Il y en a. LCF. La Chine en français. LCF. La Chine en français. Alors Jean-Marc Jancovici, quand on parle des questions relatives au problème du climat, on a l'impression un petit peu qu'il faut choisir entre la peste et le choléra, cesser de se laver, ou alors, je ne sais pas, arrêter de se chauffer. Enfin, on entend toutes sortes de solutions. Comment se fait-il que les choses aient si peu avancé en la matière, qu'on ne sache toujours pas ce qu'il faut faire, alors que ça fait des décennies qu'on parle de ces problèmes? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Alors, on n'avance pas parce que résoudre le problème du changement climatique sans toucher à la consommation n'est pas possible. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des pays qui participent au problème climatique, donc les émetteurs de gaz à effet de serre, à l'exception notable de la Chine, dont on reparlera peut-être, sont des démocraties. Et la démocratie est un système non contraignant, lent, tâtonnant et indécis. Et ça, c'est le grand maître Tocqueville qui l'avait déjà expliqué il y a maintenant pas loin de 2 siècles. Donc, dans les démocraties, vous ne vous faites pas élire en disant aux consommateurs « je vais vous contraindre ». Sarkozy, rappelez-vous, c'était le président du pouvoir d'achat. Hollande, c'était le président de je sais pas quoi, avec plein de croissance partout. Enfin bon, donc vous ne vous faites pas élire en promettant la restriction.
La deuxième caractéristique de cette affaire, c'est que la démocratie crée le sentiment d'injustice. Et là aussi, Tocqueville l'avait très bien expliqué. En aristocratie, les choses sont figées. Tiens, vous êtes fils de baron, vous serez baron, fils de rien du tout, vous serez rien du tout. Du coup, il y a un fatalisme qui s'installe dans la population qui ne considère pas qu'il est injuste, que son sort ne s'améliore pas au cours de sa vie, parce que les choses sont ainsi écrites que vous appartenez à une espèce, une caste, je ne sais pas quoi, et il est dit dans les règles de vie en commun que vous n'en sortirez pas. En démocratie, il est dit que les droits de tous sont égaux. Donc si vous et moi, on est nés la même année, on a suivi les mêmes études, et que aujourd'hui vous gagnez plus que moi, c'est pas juste. D'accord ? Donc la démocratie, elle pousse à exacerber un sentiment d'injustice, donc un sentiment de revendication, et donc ça exacerbe les tendances à l'accumulation. Dit autrement, tant qu'il existe quelqu'un quelque part sur cette planète, ou plus exactement dans mon pays, qui a plus que moi, il n'y a pas de raison que moi je me prive. Voilà. Bon. C'est très très répandu comme sentiment. Et ça, c'est la contrepartie du système politique, dont nous savons tous que c'est le pire à l'exception de tous les autres. Donc il a ce vrai travers. Et le dirigeant en place, comme il est là pour un temps court, il peut même pas se dire c'est pas grave, je vais commencer par faire des choses où je vais pas me faire aimer, mais je suis là pour 40 ans, l'histoire jugera, et au bout du bout, on constatera que j'ai eu raison de faire ça. Il peut pas tenir ce genre de raisonnement, parce qu'il est sur des mandats trop courts. Par ailleurs, comme on l'a dit dans un cadre précédent, enfin dans une émission précédente, le dirigeant politique, au moment où il arrive au pouvoir, le fait d'être élu ne le rend pas instantanément compétent sur un problème technique particulier. Par manque de connaissances. Il a les connaissances le lendemain de son accession au pouvoir qu'il avait la veille. Pas plus, pas moins. Donc, comme il n'a pas la science infuse, il n'a pas en main toutes les cartes pour commencer à s'attaquer au problème le lendemain matin du jour de son élection. Et en général, le temps qu'ils finissent par comprendre de quel problème on parle, on n'est pas très loin de l'élection suivante. Donc, malheureusement, pas si faux. Donc, vous avez un vrai problème d'inadéquation entre le pas de temps avec lequel on raisonne dans l'action publique et le pas de temps qui caractérise le problème, parce que changer l'urbanisme, changer les bâtiments, changer les modes de transport, changer les habitudes alimentaires, changer le prix dans les magasins, changer l'urbanisme industriel, c'est-à-dire là où on a mis les usines et les besoins de communication que ça crée ensemble, etc., c'est 50 ans. Oui, ça... enfin, on en est déjà à 50 ans. Hein. Oui, ça mais fait, on est à 50 ans sans avoir rien changé. Vous parliez l'autre jour de la conférence de Rome, 1972. On est à 50 ans justement sans avoir rien changé. Voilà. Parce qu'on essaye de s'attaquer à un problème. Je vais prendre un parallèle qui vaut ce qui vaut. Il y a deux manières d'élever les enfants. Une manière A est de leur conserver les mêmes parents, habitant sous le même toit ensemble pendant 25 ans. Et une manière B, assez classique aujourd'hui, c'est de divorcer tous les 3 ans, voire encore pire, qu'ils aient plus de parents et qu'ils changent de famille d'accueil tous les 3 ans. À votre avis, c'est quoi la méthode qui donne les meilleurs résultats ? Bon, donc, non mais c'est très facile de comprendre la réponse. Oui. Et en démocratie, on a l'option B. C'est-à-dire que tous les 3 ans ou tous les 5 ans, on change les gens à qui on doit rendre des comptes ou qui nous donnent des directions à suivre, qui eux-mêmes, en cours de mandat, sont capables de changer du tout au tout sans qu'on comprenne pourquoi. Donc, c'est un système qui est très, très peu contraignant pour les orientations structurelles de long terme. En fait, la démocratie est un système remontant. La démocratie produit des choses au niveau du pouvoir central quand une fraction suffisante de la base a fini par dire qu'il fallait s'occuper du problème. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et on a l'illusion que c'est un système descendant parce qu'on sort de milliers d'années d'une histoire qui est monarchique ou assimilée. Le chef de tribu, le chef de la ville, donc on a un moment, on a un souverain de droit divin, enfin ou un chef de droit divin, raisonnablement avec le pouvoir qui se transmet d'une manière lente. Le patron de la tribu, après la mort du chef, c'est pas nécessairement le fils du chef, mais enfin celui qu'on va choisir, on va pas le dégager au bout d'une semaine, quoi. Donc on sort de cette histoire multimillénaire avec un pouvoir de droit divin lent, et on est rentré dans un système qui est sans grand effet coercitif et remontant. Bon, pas du tout avec quelqu'un qui dit je veux, c'est comme ça que ça va se passer, mais c'est tout l'inverse. Il regarde les sondages tous les 4 matins et il fait ce que lui dit la majorité. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Alors, ça m'amène, soit dit en passant, à une conclusion qui est peut-être pas très gaie.
Ça m'amène aussi à une conclusion qui est que je pense que l'Europe se trompe de partenaire quand elle pense que c'est avec les États-Unis qu'il est le plus urgent de discuter des questions de changement climatique. Je pense qu'elle devrait le faire avec la Chine. Ah mais c'est un petit peu ce qui se passe. François Hollande va se rendre en Chine juste avant la COP21. Oui, il va le faire une fois, mais on est par ailleurs en train de négocier un traité de libre-échange avec les États-Unis. Hein. Il y a quand même le TAFTA qui est en cours de discussion, etc. Donc il va aller causer, Hollande. Mais dans les faits, on n'est pas du tout en train de discuter de quelque chose qui est très fort avec la Chine. On est en train de discuter d'un machin qui est on se cause parce que quand même vous êtes les premiers émetteurs de CO2. Ouais. Bon. Mais enfin là, la COP21 occupe beaucoup l'espace médiatique et puis le président François Hollande en a fait un petit peu son cheval de bataille. Vous pensez que malgré tout ça, dans le fond, les choses ne changent pas tant que ça? Ça va pas avoir un effet discriminant ni dans un sens ni dans l'autre. De même que Copenhague, dont on a dit que c'était un échec, ce qui n'est pas mon avis, a pas eu non plus d'effet discriminant dans un sens ni dans l'autre. Copenhague a eu un effet médiatique majeur, très positif, c'est que c'est de cette époque que date l'objectif des 2 degrés. Copenhague a installé l'objectif des 2 degrés. Ça, c'est un succès fantastique. Donc, c'est pas du tout un échec, Copenhague. C'est le dernier virage un peu significatif qui a eu lieu dans les négociations internationales. Et les ONG ont appelé ça un échec parce que c'est elles qui ont tiré les premières pour 2 raisons. La première, c'est que les Danois avaient prévu 15 000 personnes maximum dans le centre de conférence. Et la deuxième semaine des négociations entre les délégations nationales et la presse, il y avait 15 000 personnes, donc il n'y avait plus de place pour les ONG, qui ont été limitées à 90 personnes. Elles étaient des milliers la première semaine, 90 représentants des ONG la deuxième, donc ils étaient énervés comme pas possible. Donc c'était assez facile pour eux de dire que ça allait être un échec. Et la deuxième raison pour laquelle ils ont qualifié ça d'échec, c'est que le processus qui s'est installé la deuxième semaine a été un processus parfaitement non onusien. En fait, c'est le G20 ou une conférence des présidents qui s'est invité en plein milieu d'un processus onusien qui est un processus consensuel par acclamation, machin, etc. C'est Sarkozy qui a dit à un certain nombre de ses homologues, et je tiens ça de source très sûre, on peut pas repartir de là sans avoir rien décidé. Donc on va tous se mettre dans une salle et on en sort en s'étant mis d'accord sur un certain nombre de choses. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la nuit du jeudi au vendredi de la deuxième semaine. Et on est ressorti de la salle avec une feuille de papier sur laquelle il y avait 12 points d'accord, donc pas 400 pages, 12 points d'accord, dont les 2 degrés, dont les 100 milliards, dont un certain nombre de trucs dont on discute aujourd'hui. Donc en gros, on a fait une conférence des présidents. Mais évidemment, c'était un procédé brutal. Parce que dans ce procédé, on arrête d'avoir les îles Tuvalu qui votent pour une voix comme les États-Unis. Ah oui. Dans ce procédé, c'est les gros et les puissants qui disent nous on est d'accord là-dessus, puis les autres vous allez vous mettre au diapason. Bon. Et ça, les ONG n'ont pas supporté. Oui. Mais elles ont confondu la brutalité du processus. Au principe de cette conférence aussi. Elles ont confondu. Oui, mais sauf que le principe de la conférence, il produira rien justement. Elles ont confondu la brutalité du processus avec le manque d'intérêt du résultat. Elles ont confondu les 2 choses. Donc le processus était un peu brutal, mais le résultat extrêmement intéressant, beaucoup plus intéressant que ce qui avait été produit les années précédentes. Et donc la conférence de Paris, je ne suis pas capable de dire ce qu'elle va produire. Par contre, ce que je sais, c'est que le nombre de gens aujourd'hui qui ont envie qu'on avance, pour des raisons parfaitement égoïstes, certaines entreprises, un certain nombre de mouvements citoyens, un certain nombre de gens qui se disent dans l'arbitrage entre ce que je mange aujourd'hui et le monde dans lequel vont vivre mes enfants, j'ai pas envie qu'on soit submergé de réfugiés qui fuient des guerres comme c'est déjà en train de se passer. J'ai pas envie que les canicules fissurent les maisons comme c'est déjà en train de se passer. J'ai pas envie de courir le risque, etc. de ceci, cela. Donc, je suis pour qu'on bouge. Eh bien, ça, c'est en train de monter progressivement, et Paris ou pas Paris, ça monte. D'accord. Le cumul de ces égoïsmes irait dans le sens... faut en réunir suffisamment pour que ça aille dans le bon sens. Alors, le cumul des égoïsmes ne fait pas l'intérêt collectif, mais quand il va dans le sens de l'intérêt collectif, ça aide. Et donc, alors le processus reste trop lent, pas de trucs à dire, mais globalement, il y a un mouvement de fond qui est parti. Et pour finir sur les États-Unis, à mon avis, les États-Unis, malgré le fait que Obama est probablement un homme intéressant, c'est le pays qui est le plus mal armé de la Terre pour s'occuper sérieusement du problème. Le président n'a pas le pouvoir législatif et il l'a pas du tout. C'est-à-dire qu'à la différence de la France, où c'est le gouvernement qui fait l'ordre du jour du Parlement, aux États-Unis, c'est le Parlement qui fait l'ordre du jour du Parlement. Bon. Aux États-Unis, une loi doit être votée dans les mêmes termes dans les 2 chambres, sinon elle passe pas. La notion de décret n'existe pas, donc une loi doit comprendre ces décrets d'application. Et la mandature des élus à la Chambre des représentants change tous les 2 ans.
Donc vous n'avez jamais le temps de pondre un texte ficelé de 1000 pages, donc avec ses décrets d'application. Pire qu'en France. C'est pire qu'en France. Donc un président, il fait voter une loi emblématique aux États-Unis. Bien sûr, il n'en fait pas voter deux, il en fait voter une. Donc il n'y a pas et la loi Macron, et la loi de transition, et la loi ceci, et la loi cela, et la loi sur la sécurité. Ça n'existe pas. Et la loi sur le mariage pour tous. Je dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui est voté. Je dis juste, en France, le président, il fait voter plein de lois emblématiques, qui après sont appliquées ou pas du reste. Aux États-Unis, le temps d'une mandature, quand vous en faites voter une, c'est le bout du monde. Donc la solution, ce serait plutôt du côté de la Chine. Alors la Chine a l'avantage de ses inconvénients. Elle a toujours un pouvoir central qui est fort. Elle a toujours un pouvoir central autocratique, donc qui a le temps devant lui, ou qui en tout cas qui a plus le temps devant lui. Et c'est un pays qui, à la différence des États-Unis, a une communauté d'histoire avec l'Europe qui est très forte. Les États-Unis, c'est the land of plenty. Donc les gens sont arrivés, il y avait quelques Indiens à zigouiller, et après, à moi la belle vie. J'ai autant de mines que je veux, autant de pétrole que je veux, autant de forêts que je veux, autant de ressources que je veux, autant d'espace que je veux, autant de... Il y a tout. D'accord, autant de chutes d'eau que je veux, autant de déserts que je veux, enfin juste il y a tout quoi. Donc c'est un pays, c'est bien pour ça que le slogan c'est No Limits. C'est un pays qui s'est fondé sur l'idée qu'il n'y avait pas de limites. C'est le pays de l'absence de limites. Bon. La Chine, c'est comme l'Europe. Elle a connu la peste, elle a connu la famine, elle a connu le confinement de l'espace, elle a connu la guerre civile, enfin les États-Unis aussi. Elle a connu l'oppression, elle a connu tout. La même histoire qu'en Europe. Donc c'est une civilisation multimillénaire qui sait ce que la contrainte veut dire parce qu'elle l'a vécu dans sa chair comme l'Europe. Bon. Et cette similarité d'histoire en fait ce qu'un bon connaisseur du climat appelle un pays plein, c'est-à-dire un endroit où on sent les limites physiques, on les sent tous les jours. Aujourd'hui on en sent une de plus qui est la pollution urbaine. Oui. Et donc ça donne un fond culturel sur lequel agir qui est beaucoup plus puissant que celui qu'on va trouver aux États-Unis. Et je pense que les États-Unis, malgré les discours sympathiques d'Obama, sera le dernier pays à accepter une législation très contraignante sur le changement climatique. Là, aujourd'hui, leurs émissions sont en train de baisser. On le doit à deux processus qui sont, un truc qui n'a rien demandé à personne, et l'autre, une bénédiction de la nature. Le premier processus, c'est la crise financière, qui a été bien plus efficace que Kyoto, puisque en 2 ans, les émissions de CO2 des États-Unis ont baissé de 10%. Donc, pas de problème avec les États-Unis, il ne faut pas qu'ils signent Kyoto, il faut juste laisser faire les traders. Ça marchera beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Et le deuxième, c'est le gaz de schiste, qui a permis aux États-Unis de supprimer un quart du charbon qu'ils consomment dans la production électrique pour le remplacer par du gaz qui émet moins de CO2. Mais ils n'ont rien demandé à personne, ils ont plein de roches-mères pleines de gaz, tant mieux pour eux, mais ils n'ont pas fait ça pour une raison environnementale. Ils ont commencé par déplacer le charbon par du gaz parce que ça coûtait moins cher. Et maintenant, ils disent ex post, ah bah du coup, c'est vachement bien pour le climat, regardez comme on est bon. Oui. Mais c'est la nécessité qui les a fait avancer. Mais c'était pas du tout une raison climatique qui les a conduits à faire ça. Alors Obama en a profité pour demander à l'agence environnementale américaine de mettre en place une réglementation sur les émissions des centrales électriques. Mais en gros, c'est une non-contrainte, puisqu'il ne fait qu'entériner ce que les gens sont en train de faire tout seuls pour des raisons économiques. C'est que le gaz coûte moins cher que le charbon. LCF. LCF. La Chine en français. LCF. LCF. La Chine en français. Alors, on peut reparler un petit peu de la Chine et plus généralement ce qu'on appelle les pays émergents. Justement, on parlait précédemment de Copenhague et il y a une idée très forte qui a surgi ou qui existait peut-être déjà, mais dont on a beaucoup parlé au moment de cette COP. C'était celle du droit à polluer des pays émergents. Le principe est simple. Ce sont les pays industrialisés qui ont connu la révolution industrielle à la fin du 19e siècle, qui sont les plus responsables de ce réchauffement climatique, donc c'est à eux de payer. Et les pays émergents auraient le droit de polluer jusqu'à atteindre le même seuil de pollution et à ce moment-là, simplement, se préoccuperaient de diminuer leurs émissions. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, notamment du côté de la Chine. On en est où exactement ? Alors ce discours, moi je le compare souvent à un discours qu'on peut tenir sur le tabac. Si vous fumez 20 cigarettes par jour et que cette tabagie, quand vous étiez adolescent, vous a permis d'avoir l'air d'un cow-boy et d'emballer toutes les filles, mais que
15 ans plus tard, vous vous rendez compte que finalement, ça valait peut-être pas le coup. Vous auriez pu attendre un an de plus pour emballer les filles et pas être dépendant de la cigarette avec par ailleurs les veines qui commencent à éclater, etc. Et puis vous êtes en face de l'ado qui dit « Ben moi, j'aimerais bien fumer aussi. » C'est à peu près ça la situation. Ouais. Et à ce moment, vous avez deux options. Vous pouvez lui dire « Bah ouais, t'as le droit. » Et à ce moment, on va tous être malades. Super. Ou bien, on peut lui dire « Moi, je pense que j'ai fait une bêtise. C'est pas la peine de refaire la même. Et donc, on va regarder ensemble comment tu peux éviter de faire la même. » Bon, moi, je suis plutôt partisan de la deuxième option et je pense que ça reflète mieux le contexte dans lequel on est. Mais enfin, on peut les comprendre aussi. Alors, on peut les comprendre s'ils sont intimement persuadés que le fait de continuer d'essayer de se hisser à notre niveau de consommation de combustibles fossiles est un truc sans contrepartie. Mais c'est pas un truc sans contrepartie. Ça accroît la perturbation climatique globale, dont ils prendront leur part, et même plus que leur part. Ouais. Hein, bon. Donc, l'idée que c'est un mouvement d'ensemble dans lequel ils n'ont que des aspects gagnants, c'est un truc qu'il faut qu'on se sorte de la tête. D'accord ? C'est juste, ils participent un tout petit peu au banquet tout de suite, pour une participation certaine à la gueule de bois demain. Hein. Donc, il vaut peut-être mieux raisonner de manière un peu différente. Alors, le raisonnement un peu différent, par contre, et on va retomber sur un problème de qui paye. Il passe par le fait que les produits, des formations professionnelles, il passe par le fait que les pays dits développés ne peuvent pas tenir un double discours qui est à la fois faites des efforts et cet effort que je vous demande, alors que c'est aussi mon intérêt à moi, puisque vous allez préserver un bien commun dont je profiterai, je refuse de partager l'effort avec vous. Ah oui, évidemment, les pays développés doivent faire des efforts de leur côté. Alors, ils doivent à la fois faire des efforts en propre et partager l'effort avec les autres parce que c'est leur intérêt égoïste. Alors, j'ai donné deux exemples. Aujourd'hui, il y a des procédés émergents qui permettent, en ce qui concerne les émissions de CO2 des centrales à charbon, de les attraper dans les fumées, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? La capture du CO2. Et la séquestration, c'est-à-dire que après je mets le CO2 dans un aquifère profond où je vais l'injecter et il va plus bouger pendant longtemps. Ce procédé-là, si moi je suis citoyen du monde, je dis, avec l'argent de mes impôts, je suis prêt à ce qu'on le donne gratuitement aux gens qui ont des centrales à charbon, parce que ça va me coûter un peu d'argent, mais ça participe de la prime d'assurance on parlait au sujet de la taxe carbone. Que j'ai déjà évoqué sur cette antenne. Et ça va aider à préserver le climat. Bon, et je sais très bien que si on n'aide pas les gens qui ont des centrales à charbon à faire ça, en leur donnant la techno, en leur vendant plus exactement la techno, mais avec l'argent du contribuable. Donc je suis l'industriel qui a ce truc-là, j'ai pas de raison de la donner parce que sinon je fais faillite. Par contre, que l'argent public serve à payer l'industriel pour qu'il aille faire ce genre de truc là où c'est utile, moi ça me va très bien. Ça me paraît plus pertinent que de payer des panneaux photovoltaïques en France. Bon. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait faire et ça me semblerait légitime qu'on fasse ça avec mon argent de contribuable parce que ça correspond à mon intérêt égoïste de vivre, moi plus tard et mes enfants après moi, dans un monde qui va pas être mis à feu et à sang. Je suis tout à fait prêt à payer pour ça. Bon. Simplement, à ce moment, ça revient à ce que les pays dits développés acceptent un certain nombre de choses qu'aujourd'hui ils n'acceptent pas. Par exemple, que le contribuable prenne à sa charge des transferts de technologie. Par exemple, que le contribuable prenne à sa charge un certain nombre d'équipements qui vont éviter aux pays dits en voie de développement de se mettre un peu plus près de là où on est, parce que je pense qu'ils n'y arriveront jamais là où on est, la Terre explosera avant, mais non, un peu plus près de là où on est. En matière de développement. Oui, en matière de ressources accessibles, etc. Juste ça passera pas, quoi. Donc, mais un peu plus près de là où on est, ça, ok. Juste pour donner un exemple, aujourd'hui, il y a 1 milliard de voitures en circulation dans le monde. Le taux d'équipement en France est de 1 voiture pour 2 habitants. Si j'applique ça à la population planétaire de 7 ou 8 milliards de bonshommes, ça revient à multiplier le nombre de voitures en circulation par 3 à 4. Ah oui. C'est totalement incompatible avec l'offre mondiale de pétrole. C'est totalement incompatible avec l'offre mondiale de pétrole plus biocarburant. C'est incompatible avec... juste, ça passe pas, quoi. Donc, c'est... Enfin, voilà, donc, un exemple, mais il y en a plein d'autres, hein. Mais pour en revenir à la question de c'est quoi le deal à passer entre les pays développés et les pays dits en développement, il y a à un moment, il faut qu'on considère qu'on est dans le même vaisseau spatial qui s'appelle la planète Terre, qu'on n'en a pas de rechange et donc on se serre un peu les coudes.
Bon. Et ça passe par des mécanismes d'entraide qui sont des mécanismes légitimes. Alors la raison pour laquelle ça ne se fait pas aujourd'hui, on en revient à un premier point qu'on a souvent évoqué, qui est le défaut de connaissance. C'est-à-dire que le défaut de compréhension du fait qu'on est face à un problème qui est vraiment susceptible de nous pourrir grandement la vie fait qu'il y a un défaut de motivation et d'acceptation de l'effort. Si vous pensez, vraiment, j'ai donné un exemple idiot, vous êtes devant quelqu'un qui ne sait pas nager et qui vient de tomber dans la Seine, l'effort de vous y jeter vous-même alors que l'eau est à 10 degrés, etc., vous vous dites, c'est pas le sujet. Je partage l'effort, je plonge et je fais ce que je peux. Oui. Bon, parce que vous avez une compréhension claire du risque. Vous savez, là, le risque. En ce qui concerne le changement climatique, la compréhension du risque, elle n'est pas suffisamment diffusée. Donc là, on retombe sur un problème partagé de qui a voix au chapitre dans les micros, et comment est-ce que les rédactions font leur tri. Mais on a un partage du problème qui n'est pas suffisant. Et derrière, il y a donc une motivation à agir qui n'est pas suffisante. Mais si la motivation à agir est là, on a plein de moyens de se serrer un peu les coudes et de dire on va faire un peu plus. Et chez nous aussi, on va commencer à faire un peu plus pour se protéger contre un avenir qui échapperait totalement à notre emprise. Alors justement, cette prise de conscience aujourd'hui, quand même, elle est à son maximum. On peut dire que c'est notamment en Chine, justement, puisque c'était un petit peu ce dont on parlait à l'instant, où les effets de cette pollution sont particulièrement visibles. Les scandales se succèdent en matière sanitaire, alimentaire. Le fog qui a recouvert une grande partie de la Chine. On sait que les cours d'eau sont pollués, que les sols sont pollués, etc. Les gens sont inquiets, réellement, à titre personnel, pour leur santé, pour leurs enfants. C'est probablement... Alors, la santé est une invitation à l'action puissante, en général, y compris de choses qui conduisent à des restrictions. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Et je ne connais pas exactement quel est le degré d'information de la population en Chine sur le changement climatique et ses risques. Je sais qu'il y a une partie des gens qui commencent à se soucier du problème, puisque si je suis bien informé, la Chine a par exemple entrepris des travaux assez pharaoniques pour être capable d'acheminer de l'eau d'un bout à l'autre du pays. Du sud vers le nord. Donc c'est donc de la zone de mousson vers le nord, si j'ai bien compris. Donc c'est quand même la traduction du fait qu'il y a des gens quelque part qui doivent se dire « Oh, c'est peut-être susceptible de changer, faut qu'on s'en occupe ». Et il se passe en Chine un autre déterminant puissant à l'action, qui est qu'il y a un autre effet que le CO2 dans une partie de ce qui se passe en Chine, et notamment la pollution urbaine due aux centrales à charbon, qui engendre une envie que ça change, qui est à plus court terme. Parce que la pollution est un problème de court terme. On ne pense pas forcément donc 2100, ça devient... voilà, c'est plutôt la semaine prochaine. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, va dans le bon sens. C'est-à-dire que là, encore une fois, l'intérêt individuel va dans le sens de l'intérêt collectif. Et comme dans tout pays normalement constitué, il y a un élément de pression qui est en général assez fort, c'est le sentiment d'inconfort des élites urbaines. Quand les élites urbaines sont accommodées par quelque chose, en général, on finit par s'en occuper. Donc à Paris, c'est les crottes de chiens, et en Chine, c'est la pollution aux centrales à charbon. Et à ce moment, on fait vraiment quelque chose pour ça. LCF. La Chine en français.